Bienvenue à Rendez-vous au Capitole, on se retrouve Céline, de quoi on va parler aujourd'hui? Je sais pas François, t'es là pour la deuxième fois, tu squatterais pas un peu le studio, dis donc? Ah, juste un petit peu. Je crois qu'aujourd'hui on va parler de logement. Et comme la dernière fois, on a des invités absolument exceptionnels. Tu me laisses l'honneur de les présenter? Oui, vas-y, je t'en prie. Allez, c'est parfait. Je vais commencer à l'opposé de moi avec Manuel Bompard. Tu es député de Marseille, tu es coordinateur national de la France Insoumise. Et j'aurais aimé que tu nous dises en quelques mots en quoi pour toi le logement est une thématique qui est importante. Bonsoir d'abord, c'est une thématique importante parce que c'est une thématique évidemment indispensable à la vie quotidienne. Et il y a un certain nombre de choses sans lesquelles on peut tout simplement pas vivre dignement. Le fait d'avoir accès à un logement en fait évidemment partie. Et puis c'est en particulier essentiel, notamment dans la perspective des élections municipales, parce qu'on sait que dans nos villes, cette question-là aujourd'hui est une question qui est une question de plus en plus importante. Moi, en tant que député, par exemple, plus d'une personne sur deux qui vient me voir à ma permanence de député, c'est à propos de problèmes de logement. Donc c'est un sujet qui est central dans la vie quotidienne des gens aujourd'hui. Merci beaucoup. Ramissa Slimane, tu es présidente de Coordination Passons-nous 31 et tu fais aussi partie de la coordination nationale. Tu es aussi une des porte-voix des habitantes et des habitants des quartiers populaires. Est-ce que tout d'abord tu pourrais nous expliquer en quelques mots ce que c'est que la coordination Passons-nous? Alors la coordination Passons-nous est née suite à un rapport demandé en 2013 par le ministre Lamy à Mohamed Mechmach et Marguerite Baquet. De là sont sorties 31 propositions. Et dont l'étape de quartier, mais c'est surtout sur le pouvoir d'agir des habitants, sur la co-construction, la concertation, les codécisions, et que les experts sont les habitants et non ceux qui sont en haut. D'accord. Et pourquoi est-ce que pour toi, le logement, c'est un thème qui est important? Parce que c'est un thème qui est important, mais c'est une longue histoire. Donc on y est encore dedans. Dans ces logements HLM qui sont, je veux dire, pourris, parce que le mot, il est même pas assez fort. Et en plus, il faut se taire, en fait. Ces appartements qui sont construits il y a au moins 70 ans, on les a payés et repayés. Actuellement, on fabrique du salaire, on fabrique du foncier, et puis on est pris de haut. Merci beaucoup, on aura l'occasion de développer tout ça dans le reste de cette émission. Et enfin, Ada Colau, tu es activiste pour les droits humains, mais tu as aussi fondé la plateforme des victimes du crédit hypothécaire, et bien évidemment, tu es l'ancienne maire de Barcelone. Alors, même question, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que la plateforme des victimes du crédit hypothécaire? C'est la plateforme que nous avons fondée après l'explosion de la crise immobilière entre 2008 et 2009, où des centaines de milliers de familles arnaquées par les banques ont tout perdu. Leur travail, leur maison, et se sont retrouvés sans droit de vie. Pareil, même question pour toi. Pourquoi cet engagement pour le logement? Le logement est un droit dont tout le monde a besoin pour vivre une vie digne. Tout le monde a besoin d'un logement pour vivre. Et parce qu'il n'y a pas de droit de la ville sans le droit au logement. Si le droit au logement ne peut pas être garanti, tous les droits de la ville sont bafoués. Merci beaucoup. Et alors François, je me retourne quand même vers toi. François Piquemal, évidemment, tu es toujours député de Toulouse, Oui. mais j'aimerais que tu nous parles aussi de pourquoi est-ce que pour toi le logement c'est un engagement tout particulier? Bon, ça a été dit par les uns et les autres, mais en fait, le logement, c'est aussi un lieu où en fait on va tirer des liens sociaux, des liens intimes. C'est là où on a ses souvenirs, par exemple avec sa famille, avec ses amis si on a été en colocation, ou avec son conjoint ou sa conjointe. Donc en fait, c'est un lieu où il se passe beaucoup de choses, notamment en termes de lutte des sexes, j'ai envie de dire. C'est-à-dire, on sait très bien que, par exemple, les luttes pour le droit au logement, c'est souvent des luttes portées par les femmes, parce que justement, il y a une assignation au fait que les tâches domestiques soient données aux femmes, et souvent, quand il y a cette problématique-là qui apparaît, c'est la femme qui s'en empare. Et puis, derrière le logement, en fait, ça revêt plein de problématiques, parce que si t'as pas assez d'argent, ou si t'as pas de travail, t'as du mal à te loger, ou à rester dans ton logement.
Et en même temps, si t'as pas de logement, tu vas avoir bien du mal à trouver un travail et à pouvoir trouver une situation en fait qui soit stable. Et puis maintenant, il y a la question aussi de la rénovation thermique et phonique des logements, donc qui touche la question écologique. Donc c'est social, écologique et d'une certaine manière aussi démocratique pour savoir est-ce que tout le monde peut avoir accès au logement et à quelle typologie de logement. Merci beaucoup François. Alors je vous propose qu'on commence avec une première partie dans cette émission qui concernera l'accès au logement. Et pour la lancer, je vous propose qu'on écoute 2 témoignages de micro-trottoirs qu'on a recueillis. Donc là, je reçois un mail de ma propriétaire en me disant que elle augmentait le loyer de 5% parce que c'était la loi, que la loi c'est la loi et que du coup, elle s'autorisait à faire ça. Moi, je lui ai juste répondu que mon salaire, il augmentait pas de 5%, donc que ça allait être compliqué, que vu les circonstances, elle pouvait peut-être faire un effort, surtout qu'elle faisait pas de travaux chez elle, qu'on avait des peintures qui étaient en train de moisir, qu'il n'y avait pas de VMC, de système de ventilation, donc voilà, on paye plus et on a un logement qui se dégrade au fil des mois, au fil des années. Et on se demande quel recours on a contre ça, on se sent un peu seul en fait. Moi j'ai un ami qui a travaillé toute sa vie, 70 ans, et en fait il n'arrive pas à se loger dans Toulouse. Il a une toute petite retraite, le minimum vieillesse, et il habite une pièce, un 25 mètres carrés, un studio, et encore heureux s'il a ça dans le quartier Saint-Cyprien, et c'est compliqué toute la journée d'être dans une seule pièce, et il voudrait juste avoir au moins 2 pièces cuisine, et même ça lui est impossible en fait. Dans les circonstances actuelles, les HLM sont bloqués, sont bouchés, il y a trop de demandes, et dans le privé c'est très compliqué quand on a une petite retraite de pouvoir se loger dans les grandes villes. On a entendu 2 premiers audios qui parlent essentiellement du prix du logement et de ses conséquences. Peut-être Manuel, est-ce que tu veux commencer sur ce thème ? J'imagine que des témoignages comme ça dans ta permanence, tu dois en recevoir beaucoup. Oui, bien sûr. Je pense qu'en fait les 2 témoignages, ils soulèvent le problème de l'accès au logement, mais dans 2 situations différentes. Premièrement, c'est la question de l'accès ou de la capacité d'accès au logement dans le parc privé, et donc ça c'est la question en vérité des règles d'encadrement ou de limitation des loyers, puisque aujourd'hui on se retrouve dans une situation où les loyers dans le parc privé sont juste inaccessibles pour une grande partie de la population. Et puis à la fin de la 2e question, il y avait une 2e dimension qui était introduite, c'était la question du parc public. Et évidemment, moi par exemple en tant que député de Marseille, j'ai beaucoup de témoignages sur les difficultés d'accès au logement, c'est-à-dire de pouvoir avoir accès à un logement social. Ça a été dit, la personne disait le parc est bouché. Je sais pas si vous connaissez les chiffres à Toulouse, s'ils ont été produits ou pas, mais en tout cas, par exemple, je sais qu'à Marseille, c'est parfois 10 ans pour avoir accès à un logement social. Et donc évidemment, ça veut dire qu'on n'a pas accès au logement social, que vous avez des gens qui ont des revenus très modestes qui se tournent vers le parc privé, et dans le parc privé, leur revenu ne leur permet pas non plus d'avoir accès à un logement, et donc c'est des gens qui se retrouvent à la rue, sans logement. Et donc c'est clairement une problématique sur laquelle on peut agir, mais peut-être qu'on y reviendra dans un 2e temps. Ouais, et du coup pour répondre, on peut pas diffuser tous les audios parce qu'on en a beaucoup, mais notamment il y en avait une personne qui nous parlait justement des difficultés d'accès au HLM et qui nous disait donc à Toulouse que cette personne avait dû attendre 5 ans pour avoir accès à un logement. Donc Mais même le dispositif, puisqu'il existe, je sais pas si ça existe en Espagne ou pas, mais en France il existe un dispositif qu'on appelle DALO, c'est-à-dire le fait d'être reconnu prioritaire pour l'accès au logement. Et normalement c'est le droit au logement opposable, ça veut dire que normalement si vous êtes reconnu prioritaire, ça devrait être immédiat. Et même sur les DALO, il y a parfois 2 ans, 3 ans d'attente pour avoir accès à un logement. Pour rebondir là-dessus, justement, est-ce que tu peux nous expliquer peut-être un peu plus en détail ce que vous avez potentiellement pu mettre en place en Espagne pour lutter contre cette difficulté d'accès au logement ? En Espagne, la situation était critique parce qu'il n'y avait presque pas de logement public. Alors pour garantir l'accès, c'est vrai que les administrations publiques, la mairie, la région, l'État doivent faire leur maximum pour garantir les droits fondamentaux.
Mais ce n'est pas suffisamment et urgent. Alors c'est important de mettre en place des lois qui responsabilisent le secteur privé. C'est-à-dire, le secteur privé doit être obligé de proposer une solution. Un logement n'est pas une montre, ce n'est pas un caprice. Le logement est un droit fondamental. Alors si le secteur privé veut faire affaire avec le logement, il doit se responsabiliser. Et pour ça, il faut mettre en place des lois pour contrôler les propriétaires, comme la loi des 30%, pour que dans chaque nouveau bâtiment construit, 30% des logements soient d'un loyer protégé. Le secteur privé doit comprendre que ses affaires est limitée pour un droit fondamental. Est-ce que pour conclure sur cette question déjà des prix du logement, François, est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu souhaites mettre en place quand tu seras maire de la ville de Toulouse ? Oui, déjà il faut faire l'analyse de pourquoi les prix ils ont autant augmenté, les prix des loyers et les prix de l'immobilier, parce que par exemple moi je suis né en 1984. Qui était né en 1984 ici? Il y en a qu'un qui était pas né, je crois 2 qui sont pas nés. Et en 1984, on mettait 13% de ses revenus dans le logement. Aujourd'hui, quand on est en ville, ça va jusqu'à 50% dans certaines zones. Et en fait, il n'y a pas eu de régulation du prix des loyers et des fonciers, ce qui fait que on a aussi davantage de personnes aujourd'hui qui demandent un logement public, puisque forcément, si dans le marché privé c'est très cher, tu vas te dire, je vais essayer dans le logement public. Et là où le cercle est vicieux, c'est que dans le logement public, comme on n'en a jamais construit aussi peu que ces dernières années sous l'ère Macron, les gens, alors que l'attente était déjà longue, ils attendent encore plus longtemps. On a 2,8 millions de ménages en France qui attendent un logement public. C'est un chiffre record. À Toulouse Métropole, c'est 42 000. C'est une augmentation, je crois, de 34% en moins de 10 ans. Donc c'est vraiment, ça a explosé. Et en même temps, par exemple, à Toulouse, on n'a pas d'encadrement des loyers. L'encadrement des loyers, c'est quoi? C'est que on va calculer l'indice de régulation des loyers et faire en sorte qu'il n'augmente pas plus qu'une certaine limite. Même ça, nous, on serait davantage pour un encadrement à la baisse, dans l'idéal, c'est-à-dire refaire revenir les loyers à des prix décents. Mais même ça, on ne l'a pas à Toulouse. Il y a une société qui s'appelle Priceable, qui n'est pas une société qu'on peut accuser d'être insoumise ou autre, qui a fait une étude et qui montre que ces 3 dernières années, les villes où il y a eu encadrement des loyers, eh bien, les gens ont gagné quasiment 15% de pouvoir d'achat sur leur loyer. En gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu as un loyer de 600 € à Toulouse, dis-toi que ces 3 dernières années, s'il y avait eu l'encadrement des loyers, eh bien, tu aurais économisé 50 € par mois. Donc, 50 € par mois, c'est pas rien. Tu peux aller au restaurant, tu peux faire des courses, tu peux avoir des loisirs avec tes proches, etc. Et donc, une des mesures qu'on va mettre en place, notamment là-dessus, c'est l'encadrement des loyers, évidemment. Et ensuite, il y a un autre levier, mais qui se joue aussi au niveau national, c'est la construction et la rénovation de logements publics. Parce que ça, la métropole peut engager des fonds dedans, et il y a des choix budgétaires à faire, mais elle peut pas faire seule le travail. Et donc, ça veut dire qu'il nous faut des personnes qui, au gouvernement, vont mettre les choses en place. Et dans le programme du Nouveau Front Populaire, il y avait l'idée d'avoir la construction de 200 000 logements par an, et ce sera pas de trop vu le retard qu'on a pris. Je vous propose qu'on enchaîne sur le prochain audio. Les mères de famille sans revenus ne sont pas prioritaires parce que sans revenus. C'est-à-dire que même pour les logements HLM, on demande une garantie de revenus. Sauf que le principe d'un logement HLM, pour moi, c'est des gens qui ont des faibles moyens. Et sauf qu'on considère que être temporairement sans travail, au chômage ou au RSA, c'est ne pas avoir de revenus. Et donc ne pas avoir de logement. Merci. Ramissa, est-ce que tu veux réagir à ce qu'on a entendu donc sur les difficultés d'accès au niveau des dossiers pour avoir accès à un logement social? Avoir accès à un logement social, franchement, c'est le parcours du combattant aujourd'hui. Parce que social, on ne sait même plus ce que ça veut dire maintenant. On nous parle d'insécurité, mais l'insécurité, c'est ça. C'est d'abord ça. Elle vient d'en bas. Après, on verra ce qu'on peut faire après. Nous, avec François, on était soutenus par François Picmal et Fournier. Charles Fournier, qui est député écologiste. Voilà, sur une proposition de loi, c'est démocratiser la rénovation urbaine et le logement. En fait, on peut faire, nous. C'est via la coordination que vous aviez ce projet? Entre autres, avec d'autres assos, avec appui. Et puis là, récemment, on a été sollicité par l'ANRU. Parce que l'ANRU, 3, c'est pas sûr que ça va y être. Est-ce que tu peux rappeler pour nos auditeurs? L'Agence de la rénovation urbaine.
avec des NPRU et des NNNPRU et encore plein de NNNPRU et qu'on comprend plus rien du tout ce que ça veut dire. Et des QPV, voilà, ouais. Et si on n'a pas tout ce langage-là, on est vraiment embêté. Donc on a été sollicité, la coordination passe à nous. C'est très nouveau pour nous proposer des groupes de travail avec eux. Alors, nous, on veut bien, hein, mais nous, on représente les habitants. On ne veut pas aller marcher dans leur sens à eux. Vous n'allez pas décider de détruire là, parce qu'il y a des bâtiments qui valent encore le coup et qui méritent juste de la rénovation, pour nous mettre des bâtiments qui sont fabriqués avec des produits bidons. Et il y a tellement de sous-traitants qu'on arrive à des maisons en carton. Voilà. Tu voulais réagir En tout cas, je trouve que le point qui est soulevé là, c'est un point qui est assez décisif aussi, parce qu'effectivement, partout en France, il y a des programmes de rénovation urbaine, c'est ça ce que mène l'ANRU. Et quand même très souvent, je ne veux pas dire partout, mais quand même très souvent, c'est des programmes qui sont largement imposés, pas discutés, dans lesquels les habitants des quartiers en question ne sont pas associés à la réflexion, et avec une volonté un peu permanente de détruire pour détruire, et parfois détruire pour construire quelque chose dans lequel on sait très bien après, parce qu'il n'y a pas forcément de charte de relogement, dans lequel il y a une garantie qui est offerte aux habitants qu'ensuite ils vont pouvoir être relogés dans le même endroit. Et souvent il y a une volonté un peu cachée de faire se déplacer une population, de reconstruire avec des conditions de loyer qui sont beaucoup plus importantes, et donc de changer la population aussi, avec une volonté en fait d'expulser les pauvres de nos villes, quoi, et de les mettre plus loin. Et ça, c'est vrai que c'est beaucoup de critiques légitimes qu'on entend sur les programmes de rénovation, et donc il y a un besoin de changer les règles, d'imposer des chartes de relogement et de mettre en place des concertations avec la population qui doivent être obligatoires. Merci beaucoup. Le dernier audio, s'il te plaît. Peut-être que une surveillance plus accrue, des signalements permettrait en tout cas de mettre une pression plus forte sur des gens qui multiplient les achats de logements pour en faire toujours plus d'argent et cherchent à réduire au minimum les coûts pour engranger un maximum de sous, quoi. Et puis tant qu'on y est, on peut parler de la multipropriété, quand on se retrouve avec certains propriétaires qui ont 2, 3, 4, 5 appartements sur Toulouse et vont empêcher des personnes qui pourraient tout simplement devenir aussi acquéreurs de ce logement, parce que l'accès à la propriété au plus faible revenu peut être aussi quelque chose d'intéressant pour débloquer les choses, parce que quand on vit dans un logement, on a forcément envie de se donner les moyens de le rendre vivable. Je crois qu'à Barcelone, la multipropriété, c'est un problème que vous avez beaucoup eu aussi. Oui, je crois que c'est important de distinguer en premier temps le petit propriétaire du grand propriétaire dans toutes les politiques publiques. Le grand propriétaire est en charge d'un besoin de première nécessité. Alors il est obligé de respecter la loi. La rénovation des bâtiments, à ne pas mettre la pression sur les locataires, exiger que la loi soit respectée et mettre de fortes sanctions si ce n'est pas le cas. Nous l'avons fait à Barcelone. Aux petits propriétaires qui, par exemple, ne louent pas son logement par peur qu'on ne lui paye pas le loyer ou parce qu'il n'a pas les moyens de rénover le logement. Pour le cas des petits propriétaires, en tant qu'administration publique, nous les avons aidés. On leur a donné de l'argent pour qu'ils puissent rénover les logements en échange d'une mise en place d'un prix de loyer raisonnable. Et une troisième chose, c'est que nous avons impulsé le régime de coopérative, c'est-à-dire entre la propriété publique et la propriété privée. Il y a d'autres options, comme les coopératives, qui te donnent la sécurité de la propriété puisque c'est ton logement et personne ne peut t'expulser. Mais tu ne peux pas le vendre. Alors le prix est comme une location accessible. C'est une intermédiaire entre la sécurité de la propriété mais le loyer d'une location. La seguridad de la propiedad, pero el precio de un alquiler. Et alors, j'avais une question pour toi. Tu parlais des lois qui touchent les propriétaires, les multipropriétaires que vous leur avez imposé à respecter. Je voulais savoir en quoi consistent exactement ces lois qu'ils ne voulaient pas respecter.
Oui, par exemple, maintenir le bon état des logements. Rénover les logements, c'est-à-dire mettre la pression sur les locataires pour les expulser et augmenter le prix du loyer. La stratégie, comme les banques, était de laisser le logement se dégrader pour forcer les locataires à l'abandonner. Dans ce cas, on a créé des départements à la mairie chargés de la discipline immobilière. Nous avons dit aux grands propriétaires que s'ils ne rénovaient pas ces logements, nous leur mettrons des amendes jusqu'à 1,5 million d'euros. Te vamos a poner una multa de hasta $500,000. Merci beaucoup pour ces échanges sur ce thème. Si, à moins que vous vouliez rajouter absolument quelque chose sur l'accès au logement, je vous propose qu'on avance dans cette émission et au lieu de passer directement à la partie 2, ce que je vous propose, c'est qu'on parle un petit peu de sujets d'actualité qui concernent Toulouse, mais qui sont aussi plus larges. Et en l'occurrence, j'aimerais qu'on commence par parler de Gaza, parce que notamment à Toulouse, récemment, ce qui s'est passé, c'est que le maire de Toulouse a interdit l'exposition de Médecins sans frontières qui devait parler de Gaza, qui s'est déjà déroulé dans plein de villes sans aucun problème. Et là, on voit que même le sujet de Gaza, qui est un sujet international, la municipalité a un impact fort sur les décisions qui sont prises. Est-ce que vous voulez réagir là-dessus ? Si moi je réagis la première, ils vont dire « celle-là, c'est une arabe, bon... » Alors moi je peux réagir si tu veux. Bon, je pense que de toute façon, malheureusement, on est dans un contexte dans lequel la solidarité, la parole de paix, elle est en France aujourd'hui, et malheureusement c'est le cas dans un certain nombre de pays, c'est le cas aux États-Unis aussi par exemple, elle est pourchassée, elle est criminalisée, et on a aujourd'hui une classe politique et des dirigeants politiques que plutôt que d'apporter ou de tenter d'apporter une réponse à la situation horrible et au génocide en cours à Gaza, préfèrent empêcher que les gens le voient. Or, la vérité, c'est que oui, aussi à l'échelle d'une ville. Alors évidemment, c'est pas à l'échelle d'une ville qu'on peut aller porter des propositions à l'Organisation des Nations Unies ou faire la pression sur un autre pays ou infliger des sanctions contre un gouvernement. C'est pas à l'échelle d'une ville qu'on peut le faire. Mais à l'échelle d'une ville, on peut aider, on peut appuyer des associations, on peut soutenir par exemple l'Agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens, on peut verser des subventions, on peut faire un travail de fraternité, de solidarité internationale. Et je regrette, je dénonce et je trouve ça totalement inacceptable que vous ayez aujourd'hui un maire qui, plutôt que de faire ça, essaye d'empêcher que les habitants de sa ville voient l'horreur de ce qui se passe là-bas. Et pour enchaîner, toujours sur la question de Gaza, on a un audio à vous faire écouter. Je me tourne tout particulièrement vers toi, Ada, mais tu vas comprendre. Buenos días, soy Sara, estudiante de enfermería en Toulouse. Quiero ir a Gaza en condiciones seguras para ayudar a la población palestina. Si nuestra presencia como personal médico se masificara, ¿lograríamos proteger a la población gazatí? Muchas gracias. Bueno, todo el apoyo a Médicos Sin Fronteras. Tout mon soutien à Médecins Sans Frontières et toutes les organisations humanitaires qui défendent l'humanité à Gaza, qui défendent le droit international et qui défendent le droit humain. Le rôle de l'Europe est une honte. Ça me donne une honte profonde en tant qu'Européenne. L'Europe continue de collaborer avec un État génocidaire, comme l'État d'Israël. Barcelone a suspendu les relations avec Israël il y a un peu plus de 2 ans. On a reçu de fortes pressions. On m'a mis des sanctions pénales pour avoir suspendu les relations avec Israël. Mais je suis fière, je le referai. Et je crois que l'Europe doit faire beaucoup plus pour défendre les droits humains à Gaza. Et le minimum, c'est de défendre Médecins Sans Frontières et les organisations humanitaires qui font le travail que devraient faire les pays européens. Merci beaucoup. On va passer au thème suivant, mais avant, j'ai oublié. François, il faut qu'on fasse un petit jeu sur le thème 1. Vas-y. C'est l'heure du cap ou pas cap, François. Commençons par le premier cap ou pas cap. Cap ou pas cap. On va voir ce que c'est. Plutôt cap, normalement, parce qu'on n'a pas trop peur. On n'a pas peur. Hein. Mais on va quand même entendre un petit peu... Ça dépend ce qu'il demande. Parce que si tu me demandes de me jeter dans la Garonne ce soir, je dis pas cap. Hein. Ce matin, sur France Info, la ministre du Logement Valérie Létard proposait d'aller chercher des fonds au niveau européen pour pouvoir mettre en place en France
la facilitation de transformer des bureaux en logements sociaux. Alors, cap ou pas cap de faire de Toulouse une ville test de cette mesure? Cap, mais c'est pas une idée nouvelle, puisqu'à l'époque, il y avait déjà, je me souviens, quand Cécile Duflot était ministre du Logement, ils avaient fait un audit du nombre de bureaux vacants qu'on avait à Toulouse, et il y en a, je crois, plus de 200 000 mètres carrés de bureaux vacants pour voir leur réhabilitation au logement. Donc en tout cas, il y a des contraintes architecturales, mais il faut faire quelque chose de ces bureaux. Si c'est pas des logements, ça peut être des équipements publics pour pourquoi pas les associations ou les petites PME. Donc cap, allez, suivant. Cap ou pas cap de faire fermer tous les squats à Toulouse? Cap, si on parle des squats de Jean-Luc Moudenc, et Jean-Luc Moudenc, il a un gros squat, alors qui est pas à Toulouse, mais qui est à Bercy, puisqu'il fait partie de ces voraces de la République qui ont un emploi de complaisance, certains diraient fictif, payé quand même 8 000 € par mois par le contribuable, en plus de ses indemnités d'élus. Mais au-delà de ça, les squats, ça veut tout et rien dire. Si par exemple, vous êtes un locataire qui n'arrive plus à payer ses loyers et que vous avez eu un jugement d'expulsion, vous êtes considéré selon la loi comme occupant sans droit ni titre, donc vous êtes un squatteur. Si vous êtes dans un logement et en fait vous n'avez pas de contrat de location, c'est pareil, vous êtes occupant sans droit ni titre, donc considéré comme un squatteur et victime en plus d'un marchand de sommeil, donc c'est la double peine. Donc c'est pas qu'on est pour les squats, c'est que c'est une définition en fait qui est trop floue et large pour se positionner clairement. Nous, on est juste pour l'occupation et la réquisition des bâtiments publics et des grandes sociétés financières. Et je tiens à dire que c'est pas du tout quelque chose de très révolutionnaire, à moins que Jacques Chirac et Charles de Gaulle soient des Che Guevara qu'on nous aurait cachés, puisqu'ils ont appliqué la loi de réquisition. Et donc je vous propose qu'on avance sur le second thème de cette émission, où nous allons parler d'effondrement et d'insalubrité. Et je vous propose qu'on commence en écoutant de nouveau 2 audios qui nous sont parvenus de Toulousaines et Toulousains directement. Donc moi j'ai cherché un logement sur Toulouse, j'avais pas un excellent dossier parce que ma mère a une entreprise à elle et donc pouvait pas être trop caution. Donc j'ai pris un appartement qui me plaisait énormément avec des grosses fissures au plafond qu'on m'a assuré qu'il allait être réparé dans le mois ou le mois suivant. Comme je déménageais, je m'en suis pas occupée tout de suite, je me suis dit qu'on allait me contacter, mais au final rien. J'ai fini par relancer, et en fait, entre-temps, la vie elle passe, mais les fissures elles restent là, et c'était une énorme charge de travail jusqu'à ce que j'ai l'impression d'être une harceleuse aussi, parce que on n'a pas forcément envie de tout le temps relancer la même personne pour le même problème. Et là aujourd'hui, normalement j'ai un prestataire qui a été contacté, qui a fait un devis, et j'attends des nouvelles. Ok, merci beaucoup. Oui, nous on a acheté une maison il y a un peu plus d'1 an, une vieille toulousaine. Pour ça on s'est embêté sur 20 ans. Et là, déjà dans la rue, il y a un promoteur qui a racheté une maison détruite du coup, et puis un immeuble à la place. Ça, et puis aussi, sans compter aussi les travaux. Il y en a partout dans la ville, c'est un vrai gruyère quoi. On l'a vu, il y a des bâtiments qui se sont effondrés. C'est vrai qu'avec toutes ces vibrations, on se demande si ça va pas nous faire des fissures dans les murs. Voilà, c'est assez inquiétant et difficilement vivable. Quand on parle de logements qui s'effondrent, il y a souvent à Toulouse 2 choses qui nous viennent en tête. Il y a l'effondrement de la rue Saint-Rome qui a eu lieu il y a pas si longtemps que ça reste encore très frais dans l'esprit des Toulousains. Mais aussi parce que il avait fait énormément parler à l'époque, forcément l'effondrement dramatique de la rue d'Aubagne qui avait conduit à 8 personnes décédées, des centaines de personnes déplacées. Manuel, comment est-ce qu'on en est arrivé à cette situation ? D'abord, évidemment, c'est un événement qui est un événement dramatique et qui a marqué les esprits et qui continue en vérité parce que on a eu récemment le procès avec des recherches de responsabilité et ça a joué un peu comme un électrochoc de la situation du logement insalubre dans un certain nombre de villes et à Marseille en particulier. Évidemment, on en est arrivé là parce que pendant des années et des années, on a laissé des logements se dégrader, on a laissé des propriétaires véreux continuer à mettre en location des logements qui n'étaient pas dignes d'être mis en location. Et d'un certain point de vue, ça fait un lien avec la discussion qu'on avait précédemment. C'est-à-dire que quand dans le parc locatif privé, c'est bouché,
que dans le logement social, c'est bouché. Vous avez ensuite des gens qui cherchent un logement entre guillemets un petit peu à tout prix et qui vont aussi se tourner vers des gens qui leur proposent des taudis. Mais entre dormir dehors et dormir dans un taudis, les gens ils ont pas trop le choix et ils choisissent un taudis. Et vous avez des marchands de sommeil qui en ont fait une spécialité, qui se font beaucoup d'argent parce que souvent ils en possèdent beaucoup. Ils perdent pas beaucoup d'argent parce qu'à aucun moment ils mettent de l'argent pour rénover le logement. Et par contre, ils encaissent les loyers chaque mois. Et malheureusement, cette situation-là, qu'on a laissé, que les autorités politiques ont laissé pourrir pendant des années et des années, à la fin, ça se traduit par des drames. Et il y a eu ce drame-là. Évidemment, ça agit comme un électrochoc. Mais c'est pas parce qu'il y a eu un électrochoc. Vous savez, souvent, quand il y a des catastrophes comme ça, il y a un moment d'émotion où tout le monde se dit, allez, tout va changer. Et puis une fois que le moment de l'émotion est un petit peu passé, finalement les choses continuent comme avant. Et donc il y a encore beaucoup trop de logements insalubres à Marseille. Et il y en a évidemment beaucoup trop des logements insalubres dans un certain nombre de villes. Moi j'habite dans un appartement, je paye 520 € par mois. Et il y a des problèmes de moisissure et ça fait 2 ans que j'envoie des photos, des vidéos, que j'interpelle les propriétaires. Et il y a trop rien qui bouge en fait parce qu'on ne peut pas leur mettre la pression. Il y a des médiateurs qui existent mais ils n'ont pas autorité sur eux. Ils peuvent pas les forcer à faire quoi que ce soit, ils peuvent pas les forcer à réduire le loyer, ils peuvent pas les forcer à faire les travaux. Des logements insalubres, nous ce qu'on dit c'est qu'il faut qu'il y ait une sorte d'observatoire ou de police même du logement. C'est-à-dire qu'il va vérifier que les loyers ils sont bien encadrés, que c'est bien respecté, parce que dans les villes où c'est le cas, il y a cette problématique-là qui peut se poser, qui va vérifier aussi, et c'est pour ça qu'on veut généraliser le permis de louer, c'est-à-dire faire en sorte que avant de louer un logement, un propriétaire puisse être contrôlé par cet observatoire pour voir si le logement est digne et s'il va pas louer un logement qui est insalubre ou indigne, et puis former des agents techniques pour le faire, parce qu'aujourd'hui on considère qu'il y a qu'un agent formé à Toulouse Métropole pour à peu près 35 000 logements. Donc, à moins qu'il ait des hologrammes comme Jean-Luc Mélenchon, il peut pas être partout et il peut pas en avoir 34 000. Donc, c'est trop peu par rapport à la problématique qu'on a. Et sachant qu'il y a 8 000 logements qui sont au moins indignes. Donc, on veut mettre ces 3 mesures-là en place. C'est observatoire du logement, c'est des campagnes de communication vis-à-vis des habitantes et des habitants pour qu'ils sachent leurs droits et comment agir. Et troisièmement, c'est la généralisation du permis de louer. Et c'est même faire en sorte, sur les effondrements, on en parlait tout à l'heure, ou les immeubles qui sont évacués, que la municipalité soit aux côtés des victimes, que ce soit les locataires, les petits propriétaires ou même les petits commerçants, et se porte partie civile avec eux et elles pour faire en sorte de faire justice. Je vous propose qu'on joue un petit peu. Allez. Ça fera une conclusion, je pense, à ce que tu viens de dire. Cap ou pas cap d'imposer aux propriétaires du centre-ville notamment des audits pour vérifier la solidité des immeubles de leurs murs, pour éviter des effondrements, comme il y a eu rue Saint-Rome. À cap, on vient de le dire. Je crois qu'on est tous cap. Cap ou pas cap de laisser les Toulousains signaler leurs propriétaires qui les font vivre dans des conditions insalubres. Cap. Voilà, et Ramissa, pourquoi t'es cap? Parce que il faut le faire, ça. On peut pas continuer comme ça, c'est impossible. Justement, c'est un peu l'objet d'avoir un observatoire du logement, c'est-à-dire que ce soit vraiment un service public de proximité que les gens connaissent et vers lequel ils puissent avoir des ressources et donner de l'information et recevoir de l'information. Mais il suffit pas de signaler. C'est important de parler aussi, c'est-à-dire qu'à la fin, si les signalements, c'est une boîte aux lettres et qu'à la fin, il n'y a aucune suite qui est donnée au signalement, ça va pas changer radicalement le problème. Donc après, et François le disait tout à l'heure, il faut avoir les effectifs d'une forme de police du logement qui va aller voir la situation, qui va la constater et qui va prendre des mesures pour qu'elle s'arrête. Mais en fait, c'est ce que vous avez fait avec Airbnb un petit peu à Barcelone. À Barcelone, on a créé une section d'inspecteurs parce que la loi est un bout de papier. Et la loi, elle est respectée seulement s'il y a un effort de l'administration. À Barcelone, encore une fois, nous avons mis en place des bureaux dans chaque quartier où les habitants peuvent venir et avoir un avocat gratuitement.
pour interpeller directement les propriétaires pour qu'ils respectent la loi. Dans le cas des logements touristiques, nous avons fermé des milliers d'appartements touristiques illégaux. On a déployé des inspecteurs pour faire respecter la loi. Parce que sans ça, sans ce moyen, la loi n'est pas respectée. Merci. Avant qu'on attaque la dernière partie de ces échanges, je vous propose qu'on parle d'un sujet tout aussi brûlant à Toulouse, qui est la question de l'extrême droite que la ville, à laquelle la ville donne beaucoup trop d'attention. Et je vais vous donner deux exemples malheureusement assez récents. Le premier, c'est le collectif Némésis qui devait venir à Toulouse récemment, et suite à la mobilisation des mouvements antifascistes, leur réunion a été annulée. Mais le directeur de cabinet de Jean-Luc Moudenc s'est assuré de leur trouver une salle de secours qui normalement n'est pas disponible au public. Et le deuxième exemple que nous avons, qui est aussi très récent, c'est l'UNI, qui est donc un syndicat étudiant d'extrême droite, qui s'est particulièrement illustré ces derniers temps, puisque beaucoup de photos sont ressorties avec ces étudiants qui font notamment des saluts nazis et qui créent des jeux de cartes antisémites. Et bien sûr, Jean-Luc Moudenc est ravi de les accueillir pour leur pot de rentrée au Capitole. Qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre cette montée de l'extrême droite et surtout cette complaisance de la ville avec l'extrême droite? Changer de maire. Battre Jean-Luc Moudenc? Oui. Non mais bon, une des premières choses à faire, c'est arrêter avec ces élus qui soi-disant sont élus. Alors au début, Jean-Luc Moudenc, quand il est arrivé, c'était censé être la droite centriste et humaniste, etc., etc., et qui sont devenus des passe-plats des idées de l'extrême droite et du Rassemblement national. Donc évidemment qu'il faut les battre, et puis il faut les battre dans les urnes, et puis je crois qu'il faut aussi appeler à renforcer la mobilisation du camp antifasciste de manière générale. Et je crois que c'est important. Moi, je veux souligner le fait qu'il y a quand même eu des centaines de milliers de personnes dans la rue il y a quelques jours. C'était le 22 mars contre le racisme, contre l'extrême droite. C'est bien. Mais on peut être encore plus nombreux parce que vu la gravité de la situation aujourd'hui, on devrait être plus nombreux. Et il faut que ces mobilisations antifascistes, antiracistes, elles se poursuivent. Et il y a une date pour ça, c'est le 1er mai, où on appelle à tout le monde à rejoindre les cortèges, évidemment. Alors il faut aller manifester le 1er mai. Encore plus nombreux que la dernière fois. Et Ramissa, comment est-ce qu'on fait pour battre Jean-Luc Moudenc? Eh bien, on va voter. On va voter pour... Et pour voter? On va voter. Et pour voter, il faut être inscrit sur les listes. Les électorales, exactement. Bien sûr. Donc, on appelle tout le monde à aller voter, à aller s'inscrire déjà. Puis voter juste et puis voter bien parce que on a un pays en mauvais état. Hein. Voilà, donc lancement des campagnes de listes électorales. Mais toi, par exemple, Ada, vous avez la montée de l'extrême droite aussi. En Espagne, avec Vox. Comment tu appréhendes ça? Comment tu l'expliques et comment vous le combattez? Nous essayons de ne pas continuer avec ces discussions, parce que l'extrême droite, ce n'est pas une opinion. Le racisme, ce n'est pas non plus une opinion. Et le machisme, non plus, ce n'est pas une opinion. Ce sont des violations des droits humains. Alors on pense que lorsque des discours de haine sont donnés, les administrations doivent dénoncer au tribunal. Et en même temps, il faut mener une politique sociale forte. Ce qui est vrai, c'est que l'extrême droite, elle sait utiliser la politique d'austérité en Europe pour alimenter la peur des gens. Alors je pense que c'est important, non seulement de combattre les discours de haine, mais aussi de faire une politique sociale plus forte pour que l'extrême droite ne puisse pas utiliser la peur. Toi, tu parles de ville sans peur, notamment. Et ça, c'est un concept qui est intéressant parce que c'est vraiment, je pense qu'on veut développer à l'échelle nationale comme à l'échelle communale. C'est de dire que tout le contexte qui nous entoure peut être hyper anxiogène, où on a l'impression que, et on a l'impression à juste titre, que des milliardaires, 9 milliardaires possèdent quasiment 90% des médias, diffusent leurs idées réactionnaires dedans. On a Trump aux États-Unis, mais il faut pas oublier qu'on a aussi des points d'appui. Il y a Claudia Sheinbaum au Mexique notamment. Il y a bientôt Barcelona Nkomo qui va revenir à Barcelone. Et en fait, il y a vraiment une importance à se dire que partout où on est fort, on a la responsabilité d'arriver au pouvoir pour montrer
que d'autres chemins sont possibles que ceux qui nous sont proposés et sur lesquels on aimerait qu'on soit fataliste. Donc, c'est pour ça que moi, j'estime qu'on a une responsabilité particulière à Toulouse, où la gauche, aux différentes élections, à chaque fois qu'il y a de la participation, elle arrive largement en tête. Et c'est là où Ramissa a raison, c'est-à-dire la clé de la victoire, mais c'est la clé à Toulouse, mais c'est la clé ailleurs, c'est la participation électorale. On l'oublie souvent, mais c'est un quart du corps électoral qui ne vote pas, en fait. Et pour donner un exemple, Jean-Luc Moudenc, le maire actuel de la ville, il a été élu avec 44% de participation. Ça veut dire que moins d'un Toulousain sur 4 inscrit sur les listes électorales a élu son maire. Donc je dis pas ça pour le délégitimer parce qu'il y a d'autres élections très basses où il peut y avoir des candidats de gauche qui passent, mais pour dire que c'est un vrai problème démocratique et que ça passe par la participation électorale si on veut renverser les choses. Et peut-être juste rajouter une chose à ce que tu viens de dire dans le contexte que tu as décrit. Je crois que c'est important d'observer aussi que l'extrême droite, elle gagne aussi sur les renoncements de la gauche, d'une partie de la gauche. On a parlé des élections législatives qui ont eu lieu en Allemagne il y a quelques semaines, où pour la première fois, le parti d'extrême droite en Allemagne fait plus de 20%, ce qui n'était jamais arrivé dans l'histoire. Et ça fait suite à une co-gestion entre les socialistes allemands et la droite allemande. Si Trump a réussi à gagner l'élection présidentielle aux États-Unis, c'est moins parce qu'il aurait progressé par rapport à l'élection précédente, mais parce que les démocrates se sont démobilisés et ont perdu des voix. Et les démocrates se sont démobilisés et ont perdu des voix parce qu'ils n'ont pas été en résonance avec les aspirations populaires, parce qu'ils ont abandonné un certain nombre de sujets. Par exemple, la candidate Kamala Harris, elle a refusé de prendre position sur la question de Gaza. Par exemple, elle a refusé de mettre au cœur de son programme des propositions de nouvelles conquêtes sociales, de rupture d'un point de vue économique et social. Et je pense que la conséquence de ça, c'est que si vous voulez empêcher l'extrême droite de gagner, vous avez besoin en face d'une gauche qui vient pas sur le terrain de l'extrême droite, que c'est une gauche de rupture, qui assume ses positions, pas d'une gauche qui a peur, qui va courir derrière les thématiques des autres. Et c'est pourquoi à Toulouse, pour gagner, il faut faire la même chose. Si on veut mobiliser le peuple dans sa globalité, on doit le faire en proposant une alternative, pas en s'excusant d'être pas d'accord avec la droite de Monsieur Moudenc ou l'extrême droite qui l'inspire. Merci beaucoup. Je propose qu'on avance vers la dernière partie de cette émission, qui sera une partie un peu plus ouverte sur ce que veut dire une ville proactive en matière de logement. Et je vous propose qu'on écoute un premier audio. J'attends qu'il repense le logement pour favoriser dans les différents quartiers de Toulouse la mixité sociale. Et donc Ada, je me tourne vers toi. Je voulais savoir si à Barcelone c'est quelque chose que vous avez réussi à faire ou en tout cas à améliorer un petit peu. Peut-être que c'était déjà le cas avant. D'ailleurs, je ne sais pas. À toi de nous dire. La mixité sociale est fondamentale pour une ville juste et équitable. À Barcelone, nous avons mis en place 2 choses dans le droit au logement qui sont très importantes. Par exemple, dans tous les nouveaux bâtiments de logement privé, dans n'importe quel quartier, doit avoir au minimum 30% des logements à loyer protégés. Et ça oblige qu'il y ait une mixité entre différents niveaux de loyer, donc de personnes. Autre chose aussi que nous avons mis en place, c'est une nouvelle norme, une nouvelle loi urbaine que nous avons créée pour que la mairie ait la priorité sur le droit à l'achat quand un bâtiment est en vente dans la ville. Et ça veut dire que nous avons pu acheter des bâtiments en plein centre-ville pour en faire des logements sociaux. Et c'est fondamental. Les propriétaires privés nous ont dit on est disposé à aider, mais seulement périphérie. Nous avons dit non. On voulait que tout le monde puisse vivre dans tous les quartiers et qu'il y ait de la mixité sociale. Parce que c'est seulement comme ça qu'on aura une ville juste et démocratique. Merci beaucoup. Et on peut enchaîner tout de suite sur le second audio. Avec le réchauffement climatique, il va faire de plus en plus chaud, alors qu'on a de plus en plus de béton dans la ville. Il nous faut des arbres. On va aller à la ramée. On va aller à la ramée. Non, il y a tellement de constructions. Il y a tellement eu de démolitions dans les quartiers à Toulouse. Pour revenir un petit peu sur la mixité sociale, ce mot je l'aime pas parce que ça n'existe même pas, en fait, chez nous. Il est difficile d'aller... On peut pas dire à une personne de la Côte-Pavée de venir habiter à Bagatelle. Il n'a pas envie de venir habiter à côté de chez nous. Ni le gars du 16e arrondissement de Paris. On peut pas, la mixité sociale, elle se fait pas comme ça. C'est un mauvais mot, c'est une mauvaise formule.
Juste, je pense aussi, ce qui se passe, c'est que la mixité sociale, en fait, c'est une expression qui maintenant est complètement galvaudée et qui a été utilisée pour tout et son contraire. Par exemple, la vision de la mixité sociale à la base de la droite, c'est de dire c'est l'accès à la propriété, en fait. C'est devenir petit propriétaire absolument, et c'est comme ça qu'on va faire de la mixité, parce que les petites classes moyennes vont pouvoir accéder à la propriété. Et la vraie vision de gauche à la base, c'est la loi SRU, c'est-à-dire dire il doit y avoir 25% de logements publics dans toutes les communes. Sauf que la loi SRU, aujourd'hui, il y a 2/3 des communes qui y sont assujettis, qui ne la respectent pas. Et d'ailleurs, c'est assez particulier de voir le traitement qui est réservé à ces maires, c'est-à-dire qu'ils s'en tirent tranquilles, ils payent des amendes alors qu'ils enfreignent la loi, qu'ils sont multirécidivistes et qu'on devrait arrêter de faire preuve d'angélisme vis-à-vis d'eux et à un moment sévir sur ces maires réfractaires qui en fait vivent en plus au crochet des maires qui, eux, sont volontaires ou font les efforts. Et nous, on le voit bien, c'est qu'à Toulouse, par exemple, il y a une limite à dire 25% par commune, c'est qu'en fait, il faudrait 25% par secteur. Parce que ce qui se passe, c'est qu'ensuite, tu as une concentration des logements publics dans certains quartiers. En plus, avec cette chose absurde, donc de certains projets de rénovation urbaine, comme au Mirail, où il y a 1200 logements qui sont démolis, mais du coup, il faut aller reloger les gens, soit en 3e, 4e zone, soit tu recrées un quartier de toutes pièces, mais avec les mêmes problématiques sociales qui existaient dans le précédent. Et pendant ce temps-là, tu vas pas construire de logements publics, ou alors pire, tu en vends dans les quartiers. Par exemple, tu as parlé de la Côte Pavée, mais des quartiers où il y en a peu. Et en fait, faut réfléchir, et ça c'est au niveau urbanistique, comment tu fais pour que dans chaque grand secteur, il y ait une répartition des logements publics et qu'on fasse en sorte que ce soit équilibré de ce point de vue-là. Voilà, je pense que c'est vraiment la piste à explorer. Et je suis un peu long, mais je vais dire un deuxième argument. C'est qu'en fait, les quartiers populaires, souvent, les projets de rénovation urbaine, ils sont faits au nom de la mixité sociale. Et on dit oui, on va améliorer le quartier et on va faire venir d'autres habitants, comme si d'ailleurs ça allait régler les problèmes sociaux qui existaient dans le quartier. On va faire venir d'autres habitants. Bon, en gros, on fait comprendre ils sont un peu mieux. Eux, ils vont accéder à la propriété, etc. Mais en fait, les autres habitants, ils arrivent pas. Ou alors, s'ils arrivent, c'est pour faire de la spéculation immobilière, parce qu'ils ont pas envie de venir vivre dans un quartier qui a été l'objet de plein de clichés ou de plein d'images négatives. Donc, ça ne marche pas comme ça d'un claquement de doigts. Et c'est pour ça que nous, dans le programme national et local, on a le fait de faire des quartiers prioritaires de la ville, donc des quartiers populaires, des quartiers de pointe de la planification écologique. Ça veut dire rénovation thermique et phonique des logements, ça veut dire des équipements publics, parce que c'est ça qui, à moyen ou à long terme, peut donner envie de venir vivre à d'autres types de populations que celles et ceux qui sont dans les quartiers. Manu, est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur ce thème, ou alors on passe au dernier cap ou pas cap? Non, mais je suis d'accord avec ce qui a été dit, c'est-à-dire que évidemment le problème aujourd'hui, c'est que souvent quand on parle de mixité sociale, on utilise cette notion au service des programmes de rénovation urbaine, et en gros on va dire il y a trop d'habitants populaires dans les quartiers populaires, donc il va falloir qu'on mette ou qu'on déplace une partie de la population pour ramener une population, et donc ça devient un argument à une forme de gentrification. Et moi je veux dire, je pense qu'on peut parler de mixité sociale, etc., à partir du moment où on pose la question de comment on casse les ghettos de riches et comment on fait en sorte que dans ces ghettos de riches aujourd'hui, il n'y ait pas une ségrégation spatiale de la ville avec des quartiers des riches entre eux et les quartiers des pauvres entre eux. Et la loi SRU est une loi qui va effectivement dans la bonne direction de ce point de vue-là, mais sur les grandes villes, elle a un handicap majeur, c'est que elle n'est pas sectorisée. Donc à partir de ce moment-là, elle produit le fait que la ville, et il y a une ségrégation dans la ville entre des zones où on va construire toujours plus de logements sociaux et des zones où on va jamais en construire. Donc évidemment, faut la sectoriser. Et comme on pourra pas la sectoriser à l'échelle du quartier, parce qu'au bout d'un moment, ça devient un peu compliqué, je crois que ça pose aussi la question de comment dans tout projet aujourd'hui de construction immobilière, il doit y avoir un pourcentage de logements sociaux. Et puis une dernière chose, je pense qu'on se trompe si on évoque cette
question-là de mixité, ou je sais pas s'il faut encore l'utiliser d'ailleurs, mais je pense qu'on se trompe si on l'a fait qu'en termes de logement en fait. Je pense que la mixité, c'est aussi de la mixité entre les activités, et de pas avoir d'un côté des quartiers qui sont des zones dortoirs et de l'autre côté des quartiers où il y a tous les services publics ou toute la vitalité économique. Je pense que la question qui est posée, c'est comment on a des quartiers qui sont équilibrés dans l'aménagement du territoire. Merci beaucoup. Je vous propose qu'on conclue avec un dernier cap ou pas cap, on peut le faire ensemble. Cap ou pas cap de lutter réellement contre les Airbnb qui pullulent dans les centres-villes et qui empêchent de créer des vraies conditions de vie décentes? Je laisse Ada répondre. Hein. T'es cap? Cap, ça veut dire OK. Ah, OK. Si, hay que controlar la... Oui, bien sûr. Il faut contrôler Airbnb et les autres plateformes digitales. Parce que si le logement peut être loué aux touristes qui donnent beaucoup d'argent, à défaut de les louer à des habitants, on se retrouve à devoir choisir ce qu'on veut. Soit des habitants, soit des millions de touristes. Nous avons besoin d'habitants, parce que s'il n'y a pas d'habitants, il n'y a pas de ville. Alors, nous avons dit à Airbnb qu'ils ne pouvaient pas proposer des milliers d'appartements touristiques illégaux dans notre ville. Au départ, ils ne voulaient pas respecter les normes. On leur a mis une amende d'un demi-million d'euros. Ils se sont assis et ont parlé. Et finalement, ils ont dû accepter de respecter ces normes. Et les milliers de logements illégaux se sont transformés en locations normales pour que des habitants puissent y habiter à Barcelone. Cap ou pas cap, à Toulouse, de mettre à disposition des associations des bâtiments municipaux pour éviter aux associations d'avoir des surcoûts de loyer dans les budgets qui sont déjà très impactés par la baisse des subventions publiques. Cap, évidemment, on est cap. Et à juste dire qu'une des difficultés qu'on aura une fois qu'on sera arrivé au pouvoir, c'est de faire le bilan des bâtiments qui appartiennent encore à la mairie de Toulouse, parce que ça se sait peu, mais Monsieur Moudin qui est en train de vendre tous les bâtiments publics à des promoteurs immobiliers, notamment pour récupérer de l'argent, parce qu'il a surendetté la métropole. Donc on est en train de payer ça, mais évidemment on fera tout et on mettra en œuvre le fait que les associations puissent avoir des locaux. Et parce que c'était un peu trop facile, je vous propose qu'on mette le dernier cap ou pas cap. Cap ou pas cap d'abolir la propriété privée? Pas cap à l'heure actuelle. Honnêtement, c'est une vraie question, la question de la propriété. Mais je pense que... Alors en Espagne, c'est pire. Vous avez, je crois, quasiment 87% de petits propriétaires, C'est la majorité, oui. Pas à Barcelone. À Barcelone, 50%, c'est des... Nous, en fait, c'est pas la propriété en tant que telle qui nous gêne, c'est la multipropriété. Aujourd'hui, il y a 3,5 des multipropriétaires qui ont 50% des logements qui sont en location. Donc ça pose un véritable problème, y compris d'ailleurs pour l'accession à la petite propriété, puisque les biens immobiliers sont dans les mains de quelques-uns. Donc on n'est pas contre la propriété, par contre on est pour la réguler, pour faire en sorte qu'elle soit en fait mieux distribuée et mieux partagée. Pour conclure cette émission, je vous propose que, comme la tradition le veut maintenant, puisque ça fait 2 épisodes que nous le faisons, nous signons une brique toulousaine pour soutenir François. Elle arrive.